Bonjour à tous, je m'appelle Gaspard Peduzzi. J'ai un background de computer science, j'ai étudié à Lausanne à l'EPFL pendant 5 ans et je suis un des cofondateurs d'APyWine qui est un protocole de dérivés sur les taux d'intérêt sur la DeFi. Et aujourd'hui je vais présenter cet aspect. Alors on a eu un peu des introductions assez générales et très bien faites sur qu'est-ce que c'est la DeFi, aussi qu'est-ce que ça peut résoudre, des problématiques qui sont liées à ce sujet-là en général. Et mon but, c'est, dans le temps qui m'est imparti, de pouvoir un peu expliquer quel est le paysage, en fait, finalement, de ces taux d'intérêt et comment est composé les layers et les risques, les challenges et les stratégies, les outils qui aujourd'hui composent vraiment, fondamentalement, les taux d'intérêt dans la DeFi. En sachant que les taux d'intérêt, c'est le prix de la liquidité. Il n'y a pas de finance décentralisée s'il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que la finance décentralisée, elle s'est constituée un peu comme un nouveau paradigme où n'importe qui pouvait apporter de la liquidité et n'importe qui pouvait utiliser cette liquidité à travers un protocole qui définit des règles, à travers des règles, des process automatiques. Donc on avait des premiers protocoles DeFi qui faisaient du lending, des échanges, qui avaient besoin de liquidité. Et ils avaient besoin d'un modèle économique qui incentivisait les gens à déposer de la liquidité pour avoir derrière des gens qui puissent utiliser cette liquidité. Pour reprendre le contexte, en 2020, on avait, enfin c'était ça la DeFi presque. Pendant l'été 2020, on avait des taux d'intérêt qui étaient à 4 chiffres, 5 chiffres, même plus. Alors forcément, vous vous doutez, ça durait 2 jours. Un coup sur 2, on perdait ses fonds. Mais c'était sacrément chouette la finance. C'était sacrément chouette et en plus, on spéculait un peu sur ces taux d'intérêt puisqu'on posait des trucs pas du tout stables ou plus ou moins stables sur des pools de liquidité. Et le lendemain, on regardait sur les dashboards, ok, c'est quoi le truc aujourd'hui sur lequel on doit déposer pour toucher des taux d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on faisait une sorte d'arbitrage en s'exposant à la sécurité qui s'appuyait sur des prémices plus ou moins différents, ou aucun prémisse d'ailleurs, de différents protocoles. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Il y a eu beaucoup d'expériences, c'est-à-dire que les protocoles se lançaient avec, comme je disais, ces règles définies pour avoir des process autonomes. Certains expérimentaient différents trucs, même très récemment on en a vu, il y a des expériences qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais au fur et à mesure, on a quand même eu quelques protocoles qui sont restés, qui existent toujours aujourd'hui, qui ont grossi sur différentes KPI, en termes de liquidité, en termes de volume. Et ces protocoles, c'est Curve, CAV, c'est tout ce qui fait aujourd'hui le premier layer de la DeFi. Et c'est un layer qui a progressivement grossi, qui a continué à itérer dans ses versions, et sur lequel a commencé à se construire beaucoup d'autres produits DeFi. Et ce côté un peu expérimentation dont je parlais, c'est un peu le fail fast, la méthodologie de la DeFi. Quelqu'un a une idée, il lève de l'argent, il la fait, plus ou moins, il la lance, ça marche pas, ça marche et ça se casse. Et en fait, on a beaucoup itéré. Et on a, tout à l'heure, ça a été évoqué qu'une heure dans la DeFi, c'est 7 ans. C'est tellement vrai parce que justement, on a cette liberté, en fait, ou pas, qui vient avec des responsabilités, de vraiment surfer sur le côté money Lego et créer des choses, généralement par des ingénieurs qui n'ont pas forcément les notions de la finance ou même des thématiques sur lesquelles ils travaillent, mais fondamentalement, beaucoup d'expériences qui se résoudent en gros componentes, en nœuds un peu de cet écosystème qui se stabilise et qui se construisent progressivement. Et sur ce côté expérimentation ou en fait, composabilité au final, il y a un vrai trade-off qui est aussi, aujourd'hui, si vous vous mettez dans une pool, il y a peu de chances que vous soyez vraiment sûr sur quoi vous êtes exposé. C'est pas propre à la DeFi dans le sens où quand vous mettez de l'argent dans un fonds ou dans votre banque où vous touchez des taux d'intérêt, alors dans cette salle il y a peut-être plus de gens que d'habitude quand c'est un workshop avec des développeurs, mais encore qu'eux ont peut-être une meilleure idée de sur quoi ils mettent quand ils mettent dans la DeFi. Mais fondamentalement il y a beaucoup de layers, beaucoup de composabilité, et on l'a vu quand il y a un nœud qui casse, que l'effet ricochet il est assez important, et il est important sur des thématiques de sécurité, mais il est aussi hyper important sur des thématiques de taux d'intérêt. Savoir qu'est-ce qui fait un taux d'intérêt. Là où à la base le taux d'intérêt était nécessaire, puisque c'est
c'est le fees qui est redistribué entre les gens qui prêtent et les gens qui utilisent pour un protocole de lending, par exemple. Il y a aussi d'autres mécanismes où il y avait des incentives qui étaient distribués de manière plus ou moins organique, plutôt moins que plus d'ailleurs souvent, mais différentes économies, et en fin de compte, les produits qui apportaient un taux d'intérêt, on ne savait pas forcément pourquoi on touchait ce taux d'intérêt, même si parfois c'était vendu comme organique, mais basé sur quoi, et cette composabilité, il y a un grand trade-off, et l'effet un peu domino qui existe dans la finance traditionnelle existe tout à fait en DeFi, si ce n'est qu'on peut réussir un peu à retracer, qu'il y a une certaine transparence là-dessus, et qu'on peut réussir à prédire certaines choses. Et fondamentalement, quand on avait des taux d'intérêt à 4 ou 5 chiffres, en tout cas en France, on avait l'exemple du mon livret A, il me rapporte ça, ma poule, ok, sur le site, c'est des fruits et des légumes et un nom de domaine un peu chelou, mais fondamentalement, je vais devenir riche, quoi. Et il y avait un peu un arbitrage qui se faisait. Donc les gens déplaçaient des fonds, beaucoup de l'argent stable sur des banques traditionnelles ou autres, l'injectaient dans la DeFi et faisaient aussi tomber ces taux d'intérêt parce que beaucoup de liquidités arrivaient parce qu'il y avait cet arbitrage qui se faisait. Les forts taux d'intérêt, c'est parfois lié à des tokenomics un peu particulières, mais c'est aussi lié à un manque de liquidité, à parfois une forte utilisation d'une plateforme par rapport à une liquidité qui grossit, mais qui est toujours très faible par rapport à ce qu'on peut avoir dans la finance traditionnelle. Et ça causait aussi des grandes dynamiques et beaucoup de volatilité là-dessus. Donc on a vu un peu un premier mouvement où l'argent a continué à arriver en DeFi, on voyait la TVL globale monter, et aujourd'hui, du coup, il y a même des instances centralisées qui proposaient des services, qui disaient donnez-nous des euros et nous, on va vous donner un taux assez intéressant. Après, toute la question de sur quoi ils s'exposaient derrière se posait et parfois a été mis à jour quand on a vu certains scandales, justement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je citerai juste après qui sont à prendre en compte sur ces taux d'intérêt. Et même aujourd'hui, du coup, on voit un peu le mouvement inverse. C'est les gens qui disaient, en fin de compte, je préfère ne pas toucher 5% par an ou même 10% par an sur l'USDC, mais avoir mes USDC à la fin de l'année. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait, quand il y a le truc qui s'est passé avec UST, encore tout ça, il disait, mais au moins je touche toujours 18% par an, mais bon, mon collatéral, il est tombé, enfin il s'est cassé, il a été divisé par 10, quoi. Et nous, en fait, une team d'étudiants en informatique, après cette période de 2020, on avait ces forts taux d'intérêt, on réalisait une chose, c'est que fondamentalement, l'arbitrage de toutes ces spéculations, elle se faisait de manière implicite, elle se faisait en déplaçant des fonds d'une plateforme à l'autre, on évaluait vaguement le risque, mais bon, c'était sur une réputation et il n'y avait pas de prix là-dessus. Il n'y avait pas de pricing model sur le risque, enfin en tout cas directement sur ces taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'était ceux qui étaient affichés sur les sites des projets DeFi. Et ce qu'on a voulu faire, c'est créer juste l'outil qui permettait d'afficher des slides. Qui permettait d'encapsuler du yield et de le trader. On crée juste en fait, un instrument, une dérivée, qui allait permettre, sans garantie, de juste permettre aux gens de s'échanger ce yield, de spéculer, d'avoir une valeur de marché là-dessus. Sans rentrer trop dans les détails techniques, ce qu'on faisait, c'était très simple. Les positions DeFi, elles ont tout est tokenisé en crypto, donc c'est très composable, très facile à intégrer. Donc nous, on récupérait ce qui représentait une position sur une pool et on le séparait, on séparait les intérêts du deposit et ensuite tout était fongible et on créait un exchange adapté à ce genre de dérivé. Et en fait, ça ressemblait plus ou moins à ça. Donc, pas forcément très compréhensible, mais fondamentalement, on avait pour la première fois un marché sur ces taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter les intérêts qui sont générés sur un an, sur un protocole de lending comme AV, par exemple, sur un asset qui pourrait être l'USDC. Et les gens pouvaient s'acheter juste les intérêts. Donc, ils pouvaient spéculer et s'exposer avec du leverage directement sur ces intérêts. Mais de l'autre côté, ils pouvaient aussi hedger leur risque. C'est-à-dire que vous étiez un liquidity provider d'un protocole. Aujourd'hui, sur le site, il y a marqué, il y a un gros API. Tout le monde dit, c'est génial, on va toucher 10% par an. Vous vous dites, en fait, peut-être que c'est pas très sustainable, peut-être que finalement, c'est parce qu'il y a une grande pression au niveau de la liquidité sur cet asset, donc le taux d'intérêt est très haut. Si je pouvais sécuriser, même ne serait-ce que la moitié sur un an, ça m'irait très bien. C'est ce que ça permettait, en gros. Et un autre truc intéressant, c'était que pour que les gens puissent commencer à s'échanger des taux d'intérêt, enfin spéculer sur ces taux d'intérêt, il fallait leur donner de l'information. Il fallait leur donner, mais c'est quoi en fait le taux d'intérêt, en tout cas celui
celui spot en temps réel à chaque bloc que vous touchez sur cette pool. Une première approche aurait été d'aller voir le site de ce protocole DeFi et de dire, eux ils disent 15% à l'année, et ensuite le marché, c'est le marché, si c'est 1%, 10%, 20%, c'est les gens qui pricent les risques, la volatilité, ce genre de choses-là. Sauf que déjà, ne serait-ce qu'à cette étape, là où la DeFi fonctionnait avec ses taux d'intérêt, là où le meilleur marketing speech de n'importe quel protocole, c'était moi je fais 15% sur du stable, en fin de compte, du coup, cette métrique, elle n'était pas vérifiée. Donc nous, derrière, on recalculait tous ces taux d'intérêt, on allait voir les contrats, on analysait tout. Et du coup, on avait des utilisateurs qui nous disaient c'est bizarre, parce que sur ce protocole, vous dites que ça fait 10%, eux, ils disent qu'on touche 15%, pourquoi il y a 5% qui fuient chez vous? Et en fait, c'était juste parce que beaucoup s'est construit en DeFi sans qu'il y ait un arbitrage sur ne serait-ce que les taux d'intérêt qui sont présentés par ces sites-là. Et aujourd'hui, avec APWine ou même d'autres protocoles, comme on commence à avoir des dérivés sur le taux d'intérêt, comme on commence à avoir un marché explicite sur ces intérêts, l'APY qui est montré par le site, le yield qui sera réalisé demain, il a une autre valeur. Et il a une vraie valeur qui est pricée sur un marché des intérêts. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à maturer un peu plus, dans le sens où là, avant, on affichait que les prix des assets et éventuellement, il faut aller sur les sites et on voit les API. Toutes les plateformes DeFi commencent à créer des outils autour de sur quoi vous êtes exposé, la stabilité, l'historique sur les données des taux d'intérêt. En fin de compte, c'était le noyau, le cœur, l'essence de la DeFi, c'était la liquidité qui arrivait grâce à ces intérêts, et on n'avait pas beaucoup de maîtrise dessus. Donc c'est quelque chose qui commence progressivement à évoluer. Et par-dessus ces dérivatives, on peut ensuite avoir des stratégies de taux fixes. Les taux fixes, c'est quelque chose qui était discuté déjà bien auparavant, mais c'était quelque chose qui était fait avec des primitives de liquidation, des mécanismes un peu automatiques, où fondamentalement, il y a deux personnes qui parient sur des choses différentes, mais en fonction de certains paliers, des gens sont liquidés, bref. Au final, quand vous arrivez à vendre votre yield à quelqu'un directement, vous avez un taux fixe sur une année, où vous pouvez même acheter des assets qui sont lock pendant une période fixée, et vous les achetez à un discount parce que l'asset est lock à une période fixée. Et ensuite, pareil, là-dessus, il y a un des pricing models qui en découle, mais c'est tout un ensemble de stratégies qui arrivent. Bon, j'avance rapidement, mais du coup, c'était des sortes de advanced paycheck mechanism pour des liquidity providers, mais aussi pour n'importe quel stream de revenus qui peut éventuellement être dans l'écosystème DeFi. Et c'est pas que des pools de liquidité de stablecoins, ça peut être aussi du real estate, des streams de revenus vraiment variés qui peuvent ensuite être intégrés directement dans cet écosystème. On sépare la partie revenus et on peut trader directement dessus, spéculer sur sa variation. Et voilà, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais en gros, à travers APWine, c'est ce qu'on a fait. On a créé le premier layer de tokenisation du yield. On a créé un automated market maker pour avoir un marché efficient sur ces primitives. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, avec des gens en interne ou des advisors qui ont directement cette expertise au niveau de ce qui existe dans la finance traditionnelle, d'ouvrir et de défricher le marché des intérêts de manière très explicite et un vrai marché sur la DeFi pour pouvoir directement arbitrer plutôt tout ce marché-là. Et ensuite, c'est aussi dans la DeFi, on s'adresse à l'utilisateur est toujours difficile à définir puisqu'il y a l'utilisateur qu'on vise le jour où la DeFi sera mature, il y a l'utilisateur qui est aujourd'hui présent, mais il y a aussi l'autre utilisateur dans la DeFi, c'est un autre protocole. C'est celui que vous allez intégrer ou c'est celui qui va vous intégrer et qui va créer par-dessus APWine, par-dessus AV, par-dessus Curve ou n'importe quel protocole, d'autres stratégies, d'autres primitives et du coup permettre à un utilisateur d'être exposé à d'autres stratégies. Merci.